Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Oui, c'est bon. Oui. Ok, super. Donc l'objectif de ce deuxième webinaire, c'est de rentrer un petit peu plus concrètement dans le label bas carbone, son fonctionnement, et puis voilà, très concrètement, comment en tant qu'acteur, en tant que porteur de projet, vous pouvez vous en saisir et comment ça va marcher. Donc on a fait une présentation en 4 temps. Un premier temps pour rappeler les grands principes de fonctionnement du label bas carbone et des cadres de certification des marchés de compensation volontaire, donc qui s'appliquent également au label bas carbone. Après, on rentrera un petit peu sur les projets label bas carbone, l'agenda et quel est le déroulé des projets, quelles sont les grandes étapes à suivre pour les porteurs. Et puis, on vous fera un focus, puisque c'est aussi l'objectif du projet par la suite, c'est de pouvoir tester la méthode de grande culture qu'on est en train de développer dans le cadre du label bas carbone. Donc, on vous présentera assez synthétiquement, mais la méthode grande culture, ce qu'elle prend en compte, avec quelle méthode de calcul, et puis on pourra rentrer un petit peu plus souhaité. Et c'est un sujet aussi important que les méthodes, de parler des outils qui vont pouvoir déployer plus facilement pour les acteurs les méthodes du label bas carbone. Voilà, expliquer ceux qui existent déjà, ceux qui sont en cours de développement et leur lien au label bas carbone. C'est parti. Donc, pour vous reprendre un petit peu les bases du label bas carbone, donc hier on a un petit peu parlé des marchés de la compensation carbone volontaire et des cadres de certification. Donc le label bas carbone, c'est un cadre qu'on appelle de suivi, de notification et de vérification. Donc c'est un cadre pour des projets volontaires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qu'elles soient évitées ou séquestrées, et qui est porté par le gouvernement français, par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc le label bas carbone, il fonctionne comme les autres cadres de certification qu'on a parlé hier, du Gold Standard, du Verra. Il fonctionne un petit peu pareil, sauf qu'il n'est pas porté par des privés, comme c'est le cas pour le Gold Standard et le Verra. Là, il est vraiment porté par le gouvernement français, et donc il s'applique aussi uniquement sur le territoire français. Pour le moment, il ne peut pas être appliqué pour des territoires Europe ou internationaux. Comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, l'idée de ce label, c'est que c'est vraiment un label qui va certifier des projets. Et donc, on va, à l'inverse son nom est un petit peu trompeur parce que ça s'appelle label bas carbone, donc on pourrait penser que c'est un peu comme un label de filière, le label bio, le label HVE ou le label rouge, qui va certifier en fait des pratiques à un instant T sur des exploitations, et qui va certifier des exploitations. Mais c'est pas vraiment l'objectif. L'objectif du label, c'est de certifier des projets, de certifier une démarche de progrès. Donc de certifier que entre un instant T et 5 ans plus tard, il y a bien une évolution des exploitations, des changements de pratiques qui ont généré soit des évitements d'émissions, soit de la séquestration de carbone. Et le label bas carbone donne des méthodes pour vraiment comptabiliser cet évitement ou cette séquestration. Voilà, on est bien dans un label qui certifie une démarche de progrès et pas vraiment des exploitations à l'instant T. Voilà. Une exploitation va pas être labellisée label bas carbone, mais c'est vraiment le projet qui pourra être labellisé bas carbone. Et donc, en tant que porteur de projet, donc si vous impliquez par exemple un groupe d'agriculteurs dans une dynamique de changement de pratique, vous pouvez, ce qui est prévu, c'est que vous pouvez vous faire rémunérer par un acteur public ou privé
que ce soit une entreprise, une collectivité ou des particuliers, qui, lui, pourra faire reconnaître ses contributions à des réductions d'émissions. Donc, vous pouvez vous faire rémunérer par, je ne sais pas moi, Air France, Engie, l'Occitane, enfin toutes ces entreprises qui ont des souhaits de compenser leurs émissions. Elle, grâce aux crédits carbone qui auront été validés dans le cadre du projet, elle pourra faire reconnaître qu'elle a contribué à réduire ses émissions. Il y a le label bas carbone, il y a deux choses spécifiques, c'est que les réductions d'émissions, elles sont incessibles. Donc, c'est-à-dire que si vous vous mettez d'accord avec un acteur privé qui souhaite compenser et que donc il s'engage, que vous engagez à lui céder les crédits carbone issus de projets que vous avez montés, ensuite cet acteur ne pourra pas les revendre. Les réductions d'émissions, elles sont incessibles. Donc elles peuvent être, voilà, c'est seulement l'acteur qui va contribuer et qui va vous financer qui pourra faire reconnaître ces émissions et il ne pourra pas les revendre à d'autres acteurs. Ce qui n'est pas le cas des autres cadres de certification à l'international qui ont cette possibilité les crédits peuvent être revendus plusieurs fois. Ce qui a laissé aussi la possibilité à de nombreux opérateurs de se créer sur le marché. Un point important aussi, c'est que les réductions d'émissions, elles concernent uniquement, elles peuvent uniquement être achetées pour des entreprises qui n'ont pas de contraintes réglementaires pour réduire leurs émissions. Donc typiquement, les installations qui sont couvertes par le UETS dont on a parlé hier, qui ont un quota d'émissions dans le cadre au niveau européen, elles ne peuvent pas compenser leurs émissions en achetant des crédits carbone issus du label bas carbone. Donc c'est vraiment des crédits carbone pour un marché volontaire, donc pour des entreprises qui veulent mettre en place une démarche de compensation sur la base du volontariat et à des fins de communication de RSE. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai une petite alerte mauvaise qualité de réseau. Mais... Non, c'est Oui, bon. c'est bon. Ok. Mais du coup, Megan, le Air France, ils sont soumis à quota ou pas? Alors, l'aviation, elle est soumise à quota, enfin, elle est couverte par le UETS, mais je crois que donc, ce qui est couvert par les quotas, c'est les vols et les émissions associées au vol. Mais par exemple, ce qu'il compense, c'est parfois toutes les activités annexes qui ne sont pas soumises à quota. Parce qu'en fait, typiquement, les déplacements des salariés Air France, tout le corporate, tout ça, c'est pas soumis à quota. Et donc, ils peuvent compenser cette Une partie. entreprise soumise à quota peut quand même être intéressée par du volontaire Ouais. pour une partie Oui, de parce son qu'en client. général, c'est vraiment que les installations D'accord. et enfin, tout ce qui est le plus polluant qui est soumis à quota, mais ça ne concerne pas forcément 100% des entreprises, quoi. 100% C'est des juste émissions des un entreprises. petit complément par rapport à ce qu'on a présenté hier. C'est vrai qu'il y a les entreprises qui ne sont pas soumises à quota et qui peuvent aller sur le marché volontaire. Il y a des entreprises qui sont soumises à quota et ces entreprises-là, il arrive fréquemment que les quotas ne couvrent qu'une partie de leur périmètre total d'émissions. Et certaines de ces entreprises peuvent dire, bah, nous, on a envie d'être complètement vert, d'être complètement neutre, enfin, mis à part le débat sur la neutralité. Et pour aller au-delà de ce qui est réglementé, elles peuvent acheter des quotas dans la compensation, sur le marché volontaire, mais elles ne pourront pas les inscrire et les utiliser pour faire un reporting auprès des administrations. Oui, d'accord. Enfin, si, elles peuvent les utiliser pour faire un reporting dans le cadre de leur bilan carbone et de leur rapport RSE, mais pas pour justifier de l'atteinte de leur réglementation et de leur quota dans le cadre de l'UETS, quoi. Et donc, dans le label bas carbone, ce qui a été cadré dans l'arrêté aussi, c'est que la durée max des projets, c'est de 5 ans. Donc, hier, on a commencé à en discuter. Il y a pour certaines méthodes où on est sur des projets long terme, type des plantations de haies, des plantations de vergers. Il y a des dérogations qui sont acceptées pour que les projets puissent être sur des durées un peu plus longues. Mais dans la majeure partie des cas, on est sur des projets qui vont durer 5 ans et qui peuvent être renouvelés.
pour bien comprendre après la suite et comment fonctionne assez concrètement le label bas carbone, ici on voulait vous reparler des 5 grands principes des projets de compensation carbone qui sont définis pour tous les cadres de certification, que ce soit le cadre domestique label bas carbone ou les cadres internationaux. Donc ça, c'est des normes définies notamment par l'ICROA et qui sont appliquées et qui doivent être respectées par les projets de compensation carbone. Donc le premier, c'est l'additionnalité. C'est-à-dire que dans le cadre du financement carbone, on considère qu'il faut démontrer que le projet, il ne se serait pas fait s'il n'y avait pas eu ce financement carbone. Donc, il faut démontrer qu'il y a des freins qui soient économiques, techniques, qui font obstacle au développement des bonnes pratiques, enfin de pratiques pour éviter les gaz à effet de serre ou séquestrer du carbone, et que aussi on va au-delà des obligations réglementaires, évidemment. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un financement qui soit fait sur des projets qui, de toute manière, se seraient faits. Donc, c'est un petit peu, ça c'est le cadre général qui, après, vous allez voir, se décline comme on peut, parce que c'est pas forcément toujours évident de rentrer exactement dans ce principe, mais en tout cas, ça c'est le cadre général qui a été repris aussi par le label bas carbone. Le deuxième principe, c'est le suivi, c'est-à-dire qu'on peut, dans tous les cas, les projets label bas carbone qu'on monte, ils font l'objet d'un suivi sur toute la période de comptabilisation du projet. Le principe du suivi, c'est qu'on va toujours se référer à un scénario de référence. Donc, on va définir quelle aurait été la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre en l'absence de projet. On va suivre ensuite quelle est la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre en phase de projet. Et les crédits carbone, ça sera vraiment la différence entre ces deux scénarios. Disons que les crédits carbone, ils seront vraiment émis une fois qu'on a pu suivre et vérifier qu'il y a bien une différence entre ce scénario de référence et ce scénario projet. C'est pour ça que les crédits carbone ne sont émis qu'à la fin du projet. Ils ne sont pas émis a priori, ils sont vraiment émis que quand on a donné la preuve que les pratiques ont bien été au-delà du scénario de référence. Le troisième principe, c'est la vérification. C'est-à-dire que, entre guillemets, dans les cadres de certification, on ne fait pas uniquement confiance aux porteurs de projet. Le porteur de projet qui va suivre ses agriculteurs et faire remonter tous les ans pendant la phase de projet des données, c'est les pratiques des agriculteurs. Il va constituer un rapport de suivi en fin de période à T+5. Il doit également faire appel à un auditeur indépendant, donc un parti tiers indépendant qui va, lui, de la même manière, récupérer les données de suivi et refaire les calculs pour vérifier que la différence, les réductions d'émissions calculées sont bien réelles et qu'il n'y a pas eu d'erreur de comptabilisation réalisée par le porteur de projet. Donc en fait, pour générer des crédits carbone, vous devez à la fois, vous en tant que porteur de projet, faire le suivi de vos agriculteurs et faire remonter les données tous les ans, également faire appel à un auditeur indépendant qui va faire ce travail de vérification. Et c'est une fois qu'on a ces deux éléments qu'on peut générer, enfin que du coup le label bas carbone va décider de générer les crédits carbone. Le quatrième principe, c'est la permanence, et c'est un principe assez important, puisque effectivement, quand on vend un crédit carbone, il faut s'assurer que le carbone, soit qui a été évité, soit qui a été séquestré, l'est de façon permanente. Donc, ça ne pose pas forcément de problème quand on évite du carbone. Par exemple, on va accompagner les agriculteurs pour intégrer des légumineuses dans les rotations. Ils ne vont pas mettre de fertilisation azotée sur leurs légumineuses et du coup, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on va éviter de façon définitive les émissions qui auraient été s'il n'y avait pas eu de projet. Mais le cas est un petit peu différent quand on travaille sur du stockage de carbone, puisque donc, si on accompagne les agriculteurs à aller vers des pratiques stockantes, à mettre plus de couverts, augmenter les restitutions de biomasse au sol, potentiellement, on va suivre les agriculteurs pendant 5 ans, mais on ne sait pas ce qui peut advenir après la période de 5 ans, et si l'agriculteur change ses pratiques,
le carbone stocké dans les sols peut potentiellement être relargué. Donc, il y a des risques, et c'est la même chose quand on plante une forêt. Il y a un risque potentiellement qu'il y ait une tempête, un incendie, qui détruise la forêt, et donc le carbone qu'on a vendu est finalement relargué. Donc, tous les cadres de certification mettent en général en place un mécanisme d'assurance qui fonctionne un peu différemment selon les cadres. Pour le label bas carbone, on le verra, ça fonctionne par un rabais, c'est-à-dire que dès qu'on valorise du stockage de carbone dans les sols ou dans la biomasse, on doit définir un rabais. Donc, c'est-à-dire que voilà, si on a stocké 10 tonnes, on a peut-être un rabais de 10 ou 20%, ce qui fait qu'on ne va générer que 8 crédits carbone, que 8 tonnes de carbone. Et il y a un mécanisme assurantiel qui va garder en réserve 20% des crédits dès qu'on est sur du stockage de carbone. Et la dernière, Morgane, une petite question, c'est vraiment propre au label bas carbone, en général pas à la méthode grande culture qui est en train Oui, d'être c'est proposée. propre au label bas carbone, effectivement. Toutes les méthodes du label bas carbone vont intégrer ce système de rabais. Le rabais, ok. Ouais. Dans Carbone Agri qui est approuvé, il y a déjà un système de rabais puisque dans Carbone Agri, on peut valoriser du stockage de carbone dans les sols et dans les haies. Et donc, il y a un système de rabais qui est de 20% pour du stockage de carbone dans les sols, je crois, et de 10% pour du stockage de carbone dans les haies. Et par ailleurs, il faut savoir que c'est un principe commun à tous les projets de compensation carbone. Donc, les cadres de méthodos qu'on vous a présentés hier, privés et internationaux, ils ont exactement les mêmes exigences. En général, elles sont bien plus élevées et bien plus strictes, hein. Le label bas carbone, comme je vous le disais, ça a été conçu par l'État français en se disant comment on peut faire mieux que les cadres de certification privés qui existent, comment on peut faire quelque chose qui, parce qu'il se base sur un réseau d'acteurs français dont on connaît le sérieux, on connaît le reporting administratif déjà réalisé, on peut se permettre d'être plus light dans les rabais et les exigences de sécurité et le suivi reporting. Mais il y a quand même toujours ces éléments qui perdurent avec, en effet, des rabais. Excusez-moi, juste pour être sûr de bien avoir compris, vous avez, Pierre Dupeyroux, il y a donc ce rabais à chaque calcul de stockage de carbone, et en plus de ça, un pourcentage qui est gardé pendant un certain temps. Il y a deux mécanismes différents ou il y a juste le rabais? Ouais. Non, il y a juste, enfin en tout cas pour le label bas carbone, c'est juste un système de rabais, c'est-à-dire que vous ne toucherez jamais les crédits carbone qui ont été retranchés du fait des rabais. C'est pas, alors en fait le système n'est pas tout à fait le même dans tous les cadres. Il y a certains cadres, par exemple de certification, qui fonctionnent un peu en disant quand on valorise du stockage de carbone, au bout de 5 ans, on vous donne 60% des crédits. Et puis, si vous démontrez au bout de 15 ans plus tard que le carbone est toujours stocké, on vous donne les crédits restants. Dans le label bas carbone, c'est pas comme ça que le choix a été fait de dire on met un rabais et on délivre les crédits au bout de 5 ans. Ça peut un peu varier dans certaines méthodes, mais la majeure partie du temps, on délivre les crédits au bout de 5 ans qui sont retranchés du rabais. Donc, si vous valorisez du stockage de carbone dans les sols et que vous avez calculé que vous avez stocké 10 tonnes dans les sols, vous avez un rabais de 20%, vous touchez au bout de 5 ans 8 tonnes. Et vous ne toucherez pas le solde plus tard. Sauf si le projet est reconduit. Oui, alors ça va dépendre des méthodes après. Oui, mais ça décale en fait, si on reconduit. Alors, si on conduit la discussion, c'est qu'il y a en effet ce 20%, là on parle du rabais qui porte sur la permanence, donc il s'agit d'assurer, en fait, pourquoi il y a ce rabais, donc comme Morgane le disait, c'est pour éviter, on garantit qu'on n'a pas stocké du carbone, et puis après le projet, l'agriculteur va tout retourner, et puis on a émis le carbone dans le sol. Donc il y a un rabais statistique. Alors, et la proposition qui est en train d'être faite au gouvernement par rapport à ça, pour optimiser le système dans l'agriculture française, c'est que si l'agriculteur reconduise le projet derrière, le rabais de 20% appliqué à la permanence saute. Et donc, vous touchez l'équivalent en crédit. Et effectivement, ça veut dire qu'il faut reconduire éternellement, parce que vous n'allez pas avoir de rabais sur peut-être la période des 5 premières années, mais sur la deuxième période des 5 années suivantes, si vous ne reconduisez pas encore 5 ans, vous aurez un rabais sur la deuxième période. Donc oui, ça décale, effectivement. Sachant que
Tout ça va évoluer beaucoup, hein, entre maintenant et 5 ans. Et dans 5 ans, il est certain que les méthodologies elles-mêmes auront évolué, auront été mises à jour. Elles resteront d'application, mais Non, mais la c'est manière dont intéressant comme précision parce qu'on pourrait croire que comme cette assurance a été prise, au bout de 5 ans, il peut complètement revoir ses méthodes. En fait, il est quand même incité à reconduire son projet pour éviter ce rabais. Alors effectivement, ça c'est le choix qui est fait c'est le choix qui est proposé dans le cadre de la méthode Grande Culture. Pour le moment, à ma connaissance, c'est la seule méthode qui a proposé ça. Dans les autres méthodes, typiquement Carbone Agri, il n'y a pas ce système, il n'y a pas ce même système. Donc là, ça va vraiment dépendre des méthodes. Le dernier principe, c'est le non-double compte. Donc là, évidemment, ça paraît évident, mais il faut, pour s'assurer qu'un même projet émette des crédits 2 fois ou dans différents programmes, il y a un registre unique des crédits carbone volontaires qui est tenu. Et donc qui sera tenu également par le label bas carbone pour certifier aux acheteurs que les crédits carbone n'ont pas été vendus plusieurs fois. Donc plus spécifiquement, comment le label bas carbone fonctionne et quels sont ses grands principes. Le label bas carbone va fonctionner sur la base en s'appuyant sur des porteurs de projets. Donc c'est eux qui vont lancer et accompagner les dynamiques et donc des projets. Donc là, j'ai adapté au contexte agricole, mais globalement, c'est toute personne qui souhaite accompagner et impliquer un groupe d'agriculteurs dans la lutte contre le changement climatique, en allant au-delà des pratiques usuelles. Donc, on peut, dans le label bas carbone, il y a la possibilité de faire des projets individuels ou collectifs. Donc, individuel, ça peut être les agriculteurs qui s'engagent seuls dans des projets. Après, c'est pas compte tenu des coûts et de l'administration associée au projet, c'est pas idéal pour le secteur agricole. Donc, ce qui est plutôt conseillé, c'est d'aller vers des projets collectifs avec un mandataire qui est donc le porteur de projet, qui lui va organiser le suivi et tout l'administratif, tout le côté administratif du projet pour l'ensemble des agriculteurs qui sont regroupés dans son projet. Donc, qui peut financer ça? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais globalement, voilà, vous pouvez être financé par des entreprises privées, mais aussi des collectivités publiques, des associations, des particuliers. Enfin, voilà, c'est pas du tout restreint aux entreprises privées. Évidemment, c'est potentiellement celles qui ont le plus gros volume financier peut-être pour acheter des crédits carbone, mais c'est pas exclusif. Donc ça, on en a parlé, compensation carbone volontaire, pas possible pour remplir une obligation réglementaire comme les systèmes de quotas. Le label bas carbone, il peut concerner deux types d'actions, notamment dans le secteur agricole. On peut vraiment travailler sur la partie évitement des émissions de gaz à effet de serre, donc certifier, émettre des crédits carbone sur la base d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc de pratiques qui vont réduire, et également sur la partie stockage et séquestration de carbone dans les puits naturels, donc sol ou biomasse. Donc un principe que vous avez compris, c'est que la méthode, que le label bas carbone, il va s'appuyer sur des méthodes. Une méthode, ça va couvrir un type d'action spécifique. Et ça définit en fait toutes les exigences applicables au projet qui concernent ce type d'action. Donc, l'idée, c'est que pour le moment, les méthodes, elles commencent à être construites sur des bases un petit peu sectorielles, donc par type de système de production. Donc, on a une méthode plutôt élevage carbone agri, qui donc, dès que vous allez lancer un projet pour accompagner des éleveurs à réduire leurs émissions dans le cadre de leur élevage, vous devez suivre la méthode carbone agri. Si vous accompagnez des agriculteurs qui sont sur un système de grande culture et qui veulent travailler sur les légumineuses, la fertilisation azotée sur leur atelier de grande culture, vous allez suivre les exigences de la méthode grande culture. Idem pour les haies, idem pour la méthanisation. On va détailler après les différentes méthodes qui sont en cours de rédaction.
Mais voilà, ça doit vraiment être, en tant que porteur de projet, la méthode, ça doit être votre guide. Donc, ce qui est important, et ce qui serait important, c'est effectivement de bien identifier les méthodes qui concernent, enfin, qui doivent être applicables selon votre projet. Parce que vous aurez peut-être des projets où vous ferez coïncider à la fois des actions pour planter des haies, et puis un travail sur la fertilisation et les rotations des cultures. Donc, il y aura, dans certains cas, plusieurs méthodes à utiliser pour des mêmes projets. Donc, ça sera important de bien l'identifier pour bien savoir dans quel cadre vous devez vous placer pour mettre en place votre projet. Un point aussi spécifique au label bas carbone, c'est que le label bas carbone, il va pouvoir concerner plusieurs types de réduction d'émissions. Donc, le vocabulaire du label bas carbone, on dit, vous allez entendre souvent parler de réduction d'émissions. Une réduction d'émissions, comme son nom ne l'indique pas, ça peut aussi concerner du stockage de carbone. En fait, quand on dit réduction d'émissions, il faut entendre crédit carbone. Globalement, si on veut simplifier, une RE, enfin, c'est un crédit carbone. Et ça peut inclure de la réduction d'émissions réelles de gaz à effet de serre ou du stockage de carbone. Et donc, ces réductions d'émissions, elles peuvent être soit directes, donc c'est-à-dire sur le périmètre de la ferme. Donc là, c'est réduire les émissions de N2O associées au sol, réduire les émissions de CO2 associées à la combustion du carburant, par exemple. Mais ça peut aussi être des réductions d'émissions indirectes en dehors de la ferme. Typiquement, si vous réduisez les achats d'engrais azotés, on sait que les engrais minéraux azotés, ça demande beaucoup d'énergie pour leur fabrication et ça va émettre aussi beaucoup de CO2 pour la fabrication. Donc, si vous réduisez sur la ferme les achats d'engrais, on considère que vous allez réduire aussi les émissions associées à leur fabrication et à leur transport. Et donc, on peut comptabiliser sur votre périmètre les réductions d'émissions indirectes dans votre projet. Donc, c'est un petit peu l'objet du graphique en dessous. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en gros, dans les réductions d'émissions classiques, donc c'est tout ce qui est direct, c'est ce qui est sur le périmètre de la ferme. Et quand on dit effectuer, c'est des réductions d'émissions qui sont vérifiées à 5 ans. Donc ça peut être des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou du stockage de carbone. On regarde ce qui s'est passé pendant les 5 ans de projet. On vient vérifier au bout des 5 ans quel a été le bilan. Et c'est ça qu'on vous génère comme crédit carbone. Il y a une deuxième option qui a été laissée possible par le label bas carbone, c'est des réductions anticipées. Là, le principe, c'est plutôt ça concerne plutôt des projets de plantation d'arbres, forêts ou vergers ou haies. On se dit, vous allez planter par exemple un verger en année 0. En année 5, on va vérifier que ce verger, il a bien poussé, qu'il a une densité conforme à ce que vous avez planté. Et on se dit, en fait, le verger va continuer à stocker du carbone pendant 20 ans, potentiellement, parce qu'il va continuer à grandir. Sauf que l'idée, c'est d'éviter d'avoir des temps qui soient trop longs et de générer des crédits carbone au bout de 20 ans. Donc, ce qui a été fait, c'est que si on considère à 5 ans que la trajectoire de stockage du verger, elle suit les courbes de croissance classiques, on va à 5 ans vous donner des réductions anticipées qui vont en fait concerner l'ensemble des réductions d'émissions sur les 20 ans, l'ensemble du stockage de carbone, pardon, qui va être réalisé par le verger sur 20 ans. Donc, on vous les donne en avance. Et quand vous faites de la réduction anticipée, il y a effectivement un rabais pour non-permanence qui est appliqué, puisqu'il y a un risque qu'on vous donne des crédits carbone de façon anticipée qui est un risque de ne pas être permanent, quoi. Donc ça, c'est une petite subtilité du label bas carbone. Ce système de réduction anticipée n'existe pas, il me semble, dans les autres cadres de certification internationaux. C'est assez spécifique au label bas carbone. Donc un petit point sur les méthodes approuvées et en cours de rédaction.
pour que vous puissiez, que ça puisse être un petit peu plus clair pour vous. Alors, potentiellement, c'est pas exhaustif parce qu'il y a peut-être d'autres acteurs qui se lancent sur d'autres méthodes, mais pour le moment, en tout cas, c'est ce qui a bien démarré. Donc, dans le secteur agricole, vous avez la méthode Carbone Agri, que vous connaissez, qui a été approuvée et qui a été lancée par l'Institut de l'élevage et ses partenaires. La méthode haies, qui, elle, valorise du stockage de carbone dans les haies, soit quand on plante des haies, soit quand on entretient des haies. Il y a aussi cette possibilité dans la méthode haies issue du projet Carbocage. Hein. Et ça, c'est un projet qui a été mené par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Il y a la méthode plantation de vergers, qu'on a réalisée en partenariat avec la compagnie, la demande de la Compagnie des Amandes, qui donc valorise le carbone stocké le stockage de carbone dans la biomasse et dans les sols associés à une plantation de vergers. Ça, c'est en cours d'instruction, ça a été déposé auprès de la DGEC, donc ça devrait être approuvé prochainement, tout comme la méthode haies. Donc on va en parler bien plus en détail, on en a déjà un petit peu parlé, mais la méthode grande culture, évidemment, donc qui est en cours de rédaction, mais plutôt en cours de finalisation, que l'on rédige AgroSolutions avec les instituts techniques Arvalis, Terrinovia, l'ITB et la RTB. Il y a GRDF qui travaille sur une méthode méthanisation, spécifiquement pour la méthanisation en injection, pour valoriser les bénéfices associés et donc la substitution de gaz fossiles permis par la production de biométhane. Et puis, on travaille également, AgroSolutions, avec Bleu-Blanquer et Terrinovia, sur une méthode légumineuse, qui est une méthode spécifique et du coup, le levier légumineuse sera également couvert par la méthode grande culture, mais là, c'est en fait pour des projets où l'objectif c'est uniquement de travailler sur les rotations des exploitations et d'introduire des légumineuses. L'idée c'est d'avoir une méthode spécifique à ce type d'action, et donc c'est une méthode qui est en cours de rédaction et de finalisation aussi. Alors, peut-être qu'il y a des questions sur cette partie, les méthodes. Alors, on n'a pas de questions par écrit. Ok. Dans le fil de discussion. Moi, j'ai une question, Morgane, Ouais. donc Laurent Oui. Lemarchand. Ça, c'est les méthodes qui sont approuvées en cours de rédaction. Ça veut dire que dans un premier temps, il n'y aura pas d'autres projets que des projets qui sont ceux-ci? Oui, alors on peut pas, effectivement, il ne peut pas y avoir de projet sans qu'il soit appuyé sur une méthode. Donc, par exemple, vous pensez à certains projets qui ne seraient pas couverts là par les méthodes? J'en sais rien, un projet où on rationalise la fertilisation azotée, ce genre de choses, ou j'en sais rien, je prends un autre exemple, où un groupe d'agriculteurs qui se lancerait dans l'agriculture de précision pour réduire effectivement l'utilisation d'engrais azotés. Est-ce que ça peut faire un projet? Ça, ouais, c'est tout à fait couvert par la méthode grande culture. Donc c'est grande culture, ça. Ok. Ouais, Voilà. on va rentrer dans le Dès détail. que la méthode sera validée. Ouais. Et alors, petite précision, Laurent, par rapport à ta question, c'est un peu ce qu'on disait hier, hein, il n'est pas impossible que des projets soient en cours dans les territoires français et génèrent des crédits carbone pour le marché volontaire, mais à ce moment-là, s'ils ne s'appuient pas sur l'une de ces méthodes, ils ne sont pas dans le cadre du label bas carbone, et ce ne sera pas des crédits certifiés label bas carbone. Et alors, on a des questions dans le fil de discussion, donc de Patrick Abs, qui demande est-ce que ce que vous venez d'indiquer ne porte que sur les rotations? Et deuxième question. Pardon, bonjour. Ouais, allez-y Patrick, peut-être. Oui. D'avoir rejoint cette réunion que maintenant. Le dernier sujet évoqué, je me pose des questions. Lorsque vous dites que Terrinovia avec Bleu-Blanquer s'intéresse à des rotations, est-ce que ce sont des rotations ou est-ce que ce sont de nouvelles espèces de légumineuses auxquelles ils s'intéressent? Parce que je ne vois pas en quoi ils s'intéressent à des rotations en particulier. Et puis j'en profite pour la deuxième. Lorsqu'on parle de fertilisation azotée, on sait tous qu'il y a des méthodes et des moyens comme l'urée encapsulée, par exemple,
d'amoindrir et considérablement comment dirais-je, comment ça s'appelle? Les émissions. Comment? La volatilisation Ouais. des émissions. Et ces moyens-là existent. Est-ce qu'ils sont de nature justement à satisfaire à ce type d'enjeu-là? Oui, tout à fait. Enfin, du coup, on va rentrer dans le détail de la méthode grande culture et de tous les leviers qui sont concernés par cette méthode. Et ce que vous venez de citer, ça fait tout à fait partie de la méthode grande culture. Donc, tout ce qui est optimiser la fertilisation azotée des cultures, travailler sur des formes d'azote qui émettent moins, type les formes encapsulées, les inhibiteurs. Tout ça, c'est bien dans le périmètre de la méthode grande culture. Tout ce qui consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les grandes cultures et à stocker du carbone dans les sols, ça sera traité par cette méthode-là. Donc, ça sera possible de faire des projets grandes cultures pour optimiser la fertilisation azotée, travailler sur l'agriculture de précision, tout ça. C'est vraiment adressé par la méthode grande culture. Ensuite, sur votre première question sur la méthode légumineuse, là, l'idée, c'est plutôt d'accompagner le développement de nouvelles surfaces en légumineuses. Bleu Blanqueur, il travaille avec Valorex sur donc, de la transformation de légumineuses pour l'alimentation animale et il cherche aussi à augmenter la sole de légumineuses. Et donc, par cette méthode, ils veulent encourager au développement de nouvelles surfaces de légumineuses, quelles qu'elles soient. Donc, c'est bien ça qui est adressé par cette méthode, c'est diversifier les rotations avec des légumineuses et augmenter du coup les surfaces cultivées en légumineuses. Ouais, ça c'est plus un enjeu de filière pour eux qu'une réponse à ce sujet-là, non? Bah, disons que c'est un enjeu de filière, mais c'est un enjeu aussi climatique, puisque vous allez réduire significativement les gaz à effet de serre en cultivant une légumineuse par rapport à cultiver, à importer du soja ou en cultivant des cultures qui ont un besoin en azote plus élevé. Donc, l'idée, c'est de pouvoir bénéficier de ce mécanisme qui est le label bas carbone pour aussi permettre aux agriculteurs qui se lancent dans la culture de légumineuses une rémunération complémentaire, quoi. Puisque du coup, Et ça veut dire que les projets légumineuses, ils vont sortir de la méthode grande culture? alors non, ça veut dire que il y a effectivement un enjeu d'articulation des méthodes entre elles. Donc, ce qu'il faudra avoir en tête, c'est justement quels sont les projets de vos agriculteurs. Si vous avez sur des exploitations des gens qui cherchent à mettre en place plusieurs leviers, qui vont travailler sur la fertilisation azotée, qui vont travailler sur le stockage de carbone dans les sols, qui vont travailler sur intégrer peut-être plus de légumineuses dans leur assolement, là, typiquement, il faut aller vers une méthode grande culture. En fait, la méthode grande culture, elle est multi-levier. Donc, elle va couvrir tous les leviers qui seront mis en place sur l'atelier de grande culture. Sauf que du coup, quand vous allez sur la méthode grande culture, vous allez avoir besoin de faire un suivi et collecter des données qui seront un peu plus conséquentes parce que vous allez suivre beaucoup de paramètres, les émissions de gaz à effet de serre, le stockage de carbone dans les sols. En revanche, si vous avez des agriculteurs qui ont l'objectif uniquement de travailler sur augmenter les légumineuses dans leur rotation et qui ne veulent pas forcément travailler sur les autres leviers, là, vous pouvez aller sur une méthode légumineuse qui sera spécifique à ce levier-là et qui demandera un effort de collecte de données un peu moins important, puisque par exemple, on ne va pas travailler sur la partie stockage de carbone dans les sols dans cette méthode. Cependant, vous ne pourrez pas faire les deux en même temps, vu qu'elles se recoupent. Donc, il faut choisir. Après, on travaille aussi sur des mécanismes d'articulation, c'est-à-dire que si des agriculteurs se disent
moi, je travaille vraiment sur la partie légumineuse et je ne souhaite pas faire le reste, et qu'il s'engage dans un projet légumineuse. Si finalement, au bout de 3 ans, il change d'avis et qu'il veut aussi intégrer un projet grande culture qui intègre un nombre de leviers plus conséquents et voilà, il veut travailler aussi sur le stockage de carbone dans les sols, mettre en place de l'agriculture de conservation. Vous pouvez enchaîner sur un projet grande culture, enfin, rentrer dans un projet grande culture, mais il faudra déduire, si vous êtes sur la même période de comptabilisation, il faudra déduire les crédits générés sur le projet légumineuse des crédits générés dans le projet grande culture. En fait, comme les deux méthodes se recoupent vraiment, vous ne pourrez pas générer 2 fois les crédits. Il y aura un système d'articulation. Mais idéalement, voilà, il faut cibler la méthode qui adresse le mieux votre projet. Et on essaiera de faire je pense qu'un guide peut-être. C'est vrai que ce serait bien d'en parler à la DGEC pour qu'ils fassent un guide de quelle méthode choisir en fonction de votre projet, quoi. On a une question complémentaire d'Antoine Grasset, donc dans le fil de discussion. On parle de verger, quid de la vigne, point d'interrogation. Donc, par rapport à ça, on est en discussion avec l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, donc l'Institut technique La Vigne, qui a ce projet de réaliser une méthode aux vignes et on a engagé des échanges. Voilà, ils nous ont sollicité. C'est quelque chose qui est dans les cartons et le financement est en attente de validation. Voilà pour information, mais rien n'est officiel là-dessus, rien n'est officiellement lancé. Une deuxième question, alors peut-être pour Morgane, à mon avis, donc une question encore d'Antoine relative à la méthode Arbo. Est-ce obligatoirement de nouvelles plantations? Point d'interrogation. On pourrait imaginer de valoriser des vergers historiques. Question d'Antoine. Oui, alors pour le moment, cette méthode concerne uniquement la plantation de nouveaux vergers. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le ministère a fait une approche bottom-up dans la mise en place de ces méthodes et ils laissent la possibilité aux acteurs privés, publics, aux interprofessions de se saisir d'un sujet et de proposer une méthode. Donc là, en l'occurrence, c'est la Compagnie des Amandes qui a un projet de plantation de vergers d'amandiers dans le sud de la France, qui était intéressé par ce financement bas carbone et qui nous a sollicité pour travailler sur cette méthode plantation de vergers. C'est pour ça que cette méthode a vu le jour, c'est vraiment à l'initiative d'un acteur. Pour valoriser des bonnes pratiques qui auraient lieu dans des vergers déjà installés, on a discuté avec le CTIFL et quelques interprofessions des fruits qui seraient intéressés, mais pour le moment, le travail de rédaction de la méthode, c'est pas encore lancé. Mais je crois qu'il y a un intérêt des acteurs et a priori, on pourrait faire évoluer cette méthode plantation de verger dans une méthode bis pour que ça couvre les bonnes pratiques culturelles dans des vergers déjà installés. Ouais. Bah, c'est tout pour les questions. Ok. Je passe à la suite alors. Donc, concrètement, comment ça marche, le montage et le fonctionnement d'un projet label bas carbone? Donc, vous avez bien compris que l'acteur clé dans le label bas carbone, c'est le porteur de projet. Et donc, c'est le porteur de projet qui doit être à l'initiative de toutes ces étapes et demandes. Donc, globalement, avant effectivement d'aller dans ces 5 étapes, vous devez bien évidemment travailler sur la préparation et le montage de vos projets, c'est-à-dire quel agriculteur, quelles exploitations j'implique dans mon projet, sur quel type de projet, quelle méthode je vais aller mobiliser selon mon projet, qu'est-ce que potentiellement ça peut me rapporter en crédit carbone, quel suivi je mets en place, qui va m'acheter mes crédits carbone. Donc, toutes ces questions-là sont effectivement à réfléchir le plus en amont possible, même si elles sont pas, vous n'avez pas nécessité d'avoir une réponse à tout au moment de lancer le projet, mais c'est bien de commencer la réflexion avant de notifier votre projet. Donc, une fois que vous savez qui impliquer, sur quelle méthode vous allez vous appuyer, globalement, si vous avez un financement, si le financement, c'est vous qui le portez, ou si c'est
vous êtes mis d'accord avec un acheteur de crédit potentiel, vous allez faire une notification de votre projet. Donc, c'est-à-dire que vous allez notifier au ministère que vous avez l'intention de bénéficier du label pour tel projet. Donc, un projet, imaginons, de développement de l'agriculture de conservation des sols et d'optimisation de la fertilisation azotée pour une centaine d'exploitations agricoles. Vous faites la notification et c'est à partir du moment où vous avez notifié le projet qu'on commence à... C'est en gros la date de départ, c'est le point, le déclenchement de la comptabilisation des réductions d'émissions. Ensuite, vous avez un petit peu de temps pour faire votre document complet, ce qu'on appelle le DDP, donc le document descriptif de projet, où là, vous allez vraiment détailler l'intitulé de chaque exploitation qui va être impliquée dans votre projet, détailler son projet. Voilà, après, ça reste des tableaux, hein, c'est pas non plus énormément d'informations, mais en tout cas, vous devez quand même donner les coordonnées de chaque agriculteur et indiquer quel projet il va mettre en place. Ce document descriptif de projet, après avoir été déposé, est instruit. S'il répond, en fait, si vous avez bien montré dans votre DDP que vous avez suivi les exigences qui ont été définies par la méthode, votre projet, normalement, devra être instruit et validé par les services de l'État. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des remontées, des demandes d'informations, parce qu'en fait, par exemple, la méthode, elle va vous demander de justifier de l'additionnalité de votre projet au moment du dépôt. Donc, il va falloir, selon ce que demande la méthode pour l'additionnalité, vous allez devoir, vous, dans votre document descriptif de projet, expliquer comment, pourquoi votre projet est additionnel, peut-être annexer des documents justificatifs qui prouvent de l'additionnalité de votre projet. Et donc, c'est grâce à ça que le ministère instruit et valide et labellise votre projet. Donc, vous avez un projet potentiellement labellisé en phase 3. Votre projet se déroule, vous avez du coup 5 ans potentiellement de déroulement de projet. Vous devez faire quand même le suivi et l'accompagnement de vos agriculteurs pour être sûr qu'ils suivent bien la trajectoire que vous avez prévue. Et en année 5 du projet, donc là, vous devez faire ce dont on a parlé tout à l'heure, l'étape de suivi. Donc vous devez travailler sur votre fichier de suivi et également faire cette étape de vérification des réductions d'émissions par un auditeur externe indépendant. Donc vous devez solliciter un auditeur qui va, selon les règles définies là aussi dans la méthode, vous vérifier les différentes données et faire un rapport d'audit. Et c'est en étape 5 que du coup vous donnez le rapport de suivi et le rapport d'audit à l'administration. Et l'administration, du coup, va confronter le rapport d'audit et le rapport de suivi. Et sur, du coup, la base, potentiellement sur la base de l'auditeur, va vous délivrer des réductions d'émissions. Donc, c'est les fameux crédits carbone que vous obtiendrez au bout des 5 années de projet. Et donc, ces crédits carbone, après, ils sont... en année 5, vous allez pouvoir indiquer en tant que porteur de projet qui va bénéficier de ces crédits carbone. Est-ce que c'est vous, parce que vous avez envie de récupérer ces crédits carbone? Est-ce que vous avez un acheteur qui veut récupérer ces crédits carbone? Voilà, ça sera inscrit sur un fichier de suivi. Quel est l'acteur, quel est le bénéficiaire de ces crédits carbone? Donc l'horizon de temps minimum, c'est 5 ans. Oui. Ça rejoint une question posée par Laurent aussi. Est-ce que c'est 5 ans ou est-ce qu'on ne peut pas faire moins? On peut tout à fait faire moins. Mais en fait, ce qui va être un petit peu limitant, c'est le coût, parce que vous avez une étape de vérification d'audit. En fait, vous pouvez faire reconnaître des crédits que si vous avez fait un audit. Donc, si vous voulez faire reconnaître des crédits plutôt qu'en année 5, par exemple en année 3, vous devez en année 3 mobiliser un auditeur et donc payer un auditeur, parce que l'audit est bien aux frais du porteur de projet. Payer un auditeur en année 3 pour donner le rapport d'audit à l'administration et qu'elle vous délivre des crédits carbone. En fait, ça veut dire qu'en année 3,
vous allez avoir moins de crédits. Vous allez accumuler que des crédits que sur 3 années, et vous allez quand même devoir payer un audit. Donc, l'idée qui est proposée pour rationaliser les coûts, c'est de dire, on attend 5 années pour avoir une masse de crédit qui soit potentiellement plus importante et rentabiliser les frais d'audit sur une masse de crédit plus importante. Ah, mais ça, d'accord, mais d'abord, j'espère en vous entendant que les frais d'audit ne sont pas aussi monstrueux qu'ils n'y paraissent, parce que, voilà, d'une part, et puis d'autre part, comprendre que si on impulse ce type de démarche tournée vers les agriculteurs, si les efforts, entre guillemets, ou si l'entrée des agriculteurs dans un projet de cette nature ne se traduit pour eux que par un résultat en monnaie sonnante et trébuchante qu'au bout de 5 ans, ça va être compliqué, hein. Ouais. Alors justement, Edouard, il va vous présenter ça après, mais c'est pour ça que, le mécanisme, effectivement, il n'est pas optimal pour favoriser le changement de pratique. On est bien d'accord. Attendre 5 ans pour savoir quel est le résultat de ce qu'on a fait, on est bien d'accord que c'est pas du tout optimal. Le truc, c'est de se dire, ce principe, il est un peu arrêté dans le marbre parce que c'est comme ça que fonctionnent tous les cadres de certification, mais pour essayer de le tordre, il va falloir travailler et essayer d'anticiper autant que possible avec des acheteurs que vous soyez préfinancés et que les agriculteurs soient financés pour les pratiques qu'ils vont mettre en œuvre tout au long du projet. Donc, c'est-à-dire que là, il y a un travail vraiment de contractualisation à faire avec l'acheteur potentiel des crédits pour lui dire, voilà, moi, je vais faire le suivi des pratiques culturelles de l'agriculteur pendant 5 ans. Si, selon les données que je suis, on est dans les clous, ce qu'on peut faire, c'est financer tous les ans l'agriculteur pour les pratiques qu'il a mis en place. Et du coup, le fait qu'il y ait quand même un suivi et que ça soit basé sur des données collectées, ça assure aux financeurs une certaine garantie sur qu'au bout de 5 ans, les crédits carbone correspondront à ces données de suivi. Oui, alors peut-être une précision par rapport à ça pour renforcer ce que disait Morgane. Nous, vous l'avez bien compris, quand on rédige une méthode au label bas carbone, on n'est pas maître absolu de ce qu'on met dans la méthode. Nous sommes juste la cheville ouvrière qui allons appliquer une recette, une grille, un cahier des charges qui nous vient du gouvernement, qui lui-même s'est appuyé sur les cadres de certification du marché réglementé et libre pour prendre le meilleur de ce qui existe et déjà autant que possible l'adapter pour que ça ne soit pas trop lourd et que ça puisse donner lieu à des projets dans l'agriculture française. Ça, c'est ce qu'on a au-dessus de nous. Et ce qu'on a en dessous de nous, ou l'autre niveau de pression, c'est les scientifiques que nous coordonnons et qui nous définissent, qui nous disent ce qu'on a le droit de mettre comme élément méthodologique à chaque fois. Donc, nos marges de manœuvre sont assez limitées et justement, on a un rôle d'influence. On pousse autant qu'on peut auprès du gouvernement pour avoir de la latitude et des marges de manœuvre et de l'adaptation en leur disant ce que vous venez de nous remonter, en leur disant soyez plus souples sur les règles qu'on peut mettre parce que si vous voulez faire des projets dans l'agriculture, il faut s'adapter à la réalité de son financement. Néanmoins, pour le moment, il y a quand même ces règles qui perdurent et voilà, donc même si on fait le maximum, c'est vrai que tout n'est pas absolument idéal et on espère que les choses vont continuer à s'adapter. Voilà. Il y avait une question avant que j'enchaîne sur cette slide de Mélanie, il me semble, sur le nombre minimum ou maximum d'agriculteurs dans un projet. Il n'y a pas de règle stricte, ça c'est laissé à la liberté des projets. La réalité pragmatique, c'est que, encore une fois, pour amortir les structures de coûts, il est préférable de travailler, plus l'échelle est importante, mieux c'est. Donc c'est plutôt, ce qu'on envisage, c'est que c'est plutôt des projets qui vont être réalisés à une échelle collective sur des groupes d'agriculteurs. Et effectivement, je reviens sur cette question-là du coût des frais d'audit. Ils sont, du coup, c'est selon les méthodes, c'est la méthode qui va déterminer quel est le niveau de vérification de l'audit. Est-ce que toutes les exploitations du projet doivent être auditées? Parfois non, parfois on indique que c'est juste un échantillon d'exploitation qui devra être audité. Est-ce que l'audit, il est documentaire ou il est terrain?
on a des possibilités de mobiliser différents types de vérifications et ça va être écrit dans la méthode. Donc, on va essayer d'aller plutôt sur des audits qui n'auditent pas forcément 100% des données qu'on va collecter sur toutes les exploitations. On va être plutôt sur des audits par échantillonnage. Et autant que possible, éviter les audits de terrain, sauf si on est sur des choses qui ne peuvent pas se mesurer autrement que par une vérification terrain. Mais si on a des documents de traçabilité réglementaires qui peuvent être fournis par l'agriculteur et qu'on peut s'appuyer dessus et sur des factures, etc. et qu'on n'a pas besoin d'aller vérifier que l'arbre... ça se pose, la question d'un audit de terrain se pose plutôt pour les forêts, les vergers. On a quand même besoin d'aller vérifier que le verger a bien poussé et d'aller vérifier la densité. Pour des projets en grande culture, on va se baser plutôt sur les données de traçabilité, les pratiques culturales déclarées et les factures. Donc, on va être plutôt sur des audits documentaires qui seront un peu moins coûteux et en plus sur de l'audit par échantillonnage, donc pas sur 100% des exploitations. Donc voilà, on a quand même des moyens pour réduire le coût de l'audit final qui va être assumé par le porteur de projet. C'est ce qu'on essaye de faire. Et dernier élément par rapport à ça, il y a encore une fois sur qu'est-ce qu'il est possible de mutualiser et en quoi une approche collective des coopératives peut permettre d'être plus efficace que d'autres porteurs de projets. Il y a des discussions en cours entre InVivo et Bureau Veritas, qui est un acteur de certification, qui porte sur l'effort de tarification que pourrait faire Bureau Veritas, sous réserve qu'on arrive via la digitalisation à automatiser toute une série d'opérations de collecte et de remontée de données auprès d'eux. Donc une discussion sur la base de quel type de données, vous auriez besoin, à quelle fréquence, de quelle qualité, et si on est capable de vous les fournir de manière automatisée, à quel point vous pourriez écraser vos prix de certification. C'est l'un des leviers qui permettrait, si on y va collectivement, d'avoir une offre globale de génération de crédit carbone qui permette qu'un maximum d'argent revienne à l'agriculteur et d'être aussi parmi les plus compétitifs pour la production de ces crédits carbone. Voilà, mais ça, on vous tiendra informé des suites de ces échanges. Et du coup, la slide suivante, voilà. Donc, cette slide qui fait un point, du coup, Morgane l'a déjà bien évoqué, sur les modalités de financement des crédits. Faut savoir qu'il n'y a pas de règle particulière sur la contractualisation, donc ce qui laisse libre cours à l'innovation contractuelle, justement pour coller au mieux de la réalité des projets. Sous réserve bien sûr que les contrats respectent les règles des cadres de certification, les principales étant, comme vous l'a dit Morgane, que les crédits ne sont créés qu'après l'étape d'audit et la validation par le gouvernement. Donc on ne peut pas vendre un crédit en début de projet si on ne l'a pas généré. Et ensuite, selon les labels, et en particulier pour le label bas carbone, chaque crédit ne peut être utilisé qu'une fois, au sens où la personne qui souhaite compenser ou contribuer à la neutralité ne peut mettre en regard de son effort de compensation qu'une seule fois le crédit qu'elle a acheté. Et il ne peut y avoir qu'un nombre de transactions restreint autour du crédit. Pour le moment, c'est une transaction, c'est-à-dire que c'est un porteur de projet qui vend une fois un crédit à un acteur qui va compenser. C'est une règle qui a pour objectif de limiter la spéculation autour de ces crédits. Dans certains cadres de certification, ils autorisent un peu plus d'une transaction. La discussion est en cours au niveau du gouvernement pour savoir s'il est nécessaire d'adapter cette règle, mais pour le moment, le message, c'est une transaction. Du coup, les marges de manœuvre en termes de financement, donc il y a ce qui se fait couramment dans les projets de compensation, c'est le préfinancement des projets. Préfinancement à 5 ans. Donc, au moment, une des manières de faire est de déterminer, le porteur de projet va identifier ce qu'il peut générer comme crédit avec quel type d'acteur, donc ici en l'occurrence avec des agriculteurs, estimer le gisement dont il dispose, évaluer les coûts de génération de ces crédits, la rémunération demandée par les agriculteurs, ses coûts de projet. Donc, il estime un volume de crédit et un prix auquel il peut les produire. Et ensuite, ou alors il est déjà entré en contact avec un acheteur potentiel, il va lui proposer. L'acheteur dit OK, ils partent ensemble. Et ce qui peut se passer, c'est que l'acheteur va libérer les fonds en début de projet ou une partie des fonds. Tout ça est laissé au libre choix de la contractualisation
contractualisation. Mais dans ce cas-là, on est sur un préfinancement à 5 ans. L'avantage, évidemment, c'est que le risque est porté par l'acteur qui compense. Il y a toujours un petit risque que le projet ne génère pas autant de crédit que prévu. On est dans les projets label bas carbone sur des obligations de moyens. Donc, si l'agriculteur prouve qu'il a bien mis en œuvre les leviers, il n'y a pas de souci, les crédits sont générés. Après, la réalité, c'est qu'au bout de 5 ans, certains des leviers auront été appliqués de manière plus intense ou moins intense. Donc, c'est pour ça qu'on refait le calcul au bout de 5 ans. Voilà. Mais donc là, pour le porteur de projet, il n'y a pas de risque. Par contre, l'inconvénient, c'est que vu qu'on est sur un mécanisme de marché où il y a une évolution, une fluctuation des cours, dans la mesure où on anticipe, on espère plutôt une hausse, si jamais il y a une hausse, eh bien, le bénéfice de la spéculation ne peut pas être récupéré par le porteur de projet et donc pas être bénéficié auprès des agriculteurs. Si on est dans un monde où aujourd'hui un crédit carbone agricole peut se vendre à 45-50 euros, qu'on fait préfinancer, qu'on débute ses crédits dans 5 ans et que dans 5 ans, la majorité des projets se négocient à 150 euros, bon, et c'est comme ça. Par contre, si dans 5 ans, le marché s'est écrasé et que les crédits n'existent plus ou ne valent que 5 euros, l'agriculteur est quand même payé. La marge de manœuvre possible, eh bien, c'est de ne prévendre qu'une partie des crédits où on se dit qu'on va raisonnablement produire 100 et on va contractualiser entre 0 et 80. Voilà, tout est possible par rapport à ça. Et l'autre modalité, c'est l'achat à terme. Donc dans ce cas-là, soit le porteur l'agrégateur de projet préfinance les actions, soit les agriculteurs disent très bien, de toute façon, nous, on y va, on prend sur nous le coût de la transition, mais on lance le projet à T0 pour bien acter que les crédits sont générés. Et puis, à la fin du projet, on se retrouve avec tant de crédits entre les mains, et puis, si la valeur a augmenté, on est bien content parce qu'on peut les vendre. Voilà. Et là aussi, il y a différentes manières d'articuler ce fonctionnement. Il peut également y avoir un mécanisme de préfinancement par le porteur de projet qui, du coup, à ce moment-là, fonctionne un petit peu comme un fonds d'investissement. Ça peut être un fonds collectif. On fait cotiser tous les agriculteurs pour cofinancer leur effort. En se disant qu'on va vendre à terme des crédits au prix de ce qu'ils vaudront dans 5 ans. Alors, cet achat à terme, il faut savoir qu'il est couramment réalisé dans les autres cas de certification, mais c'est possible parce que, étant donné qu'ils ont de l'ancienneté, ils ont déjà tout un stock de crédits qui ont été préfinancés. Il y a beaucoup, vu que c'est marché volontaire, comme je l'ai expliqué hier, ils existent depuis les années 90. Il y a beaucoup de fonds d'investissement, des acteurs purement financiers, qui ont financé des projets pour avoir des stocks de crédits en stock et les vendre au bon moment à ceux qui souhaitent compenser. Donc c'est quelque chose que les acteurs qui compensent les grandes entreprises ont en tête, c'est un mécanisme qu'ils ont en tête. Et souvent c'est un écueil à franchir quand on les amène sur le label bas carbone, de leur dire oui, alors sauf que là, écoutez, le label bas carbone c'est tout récent, donc personne n'a encore de stock de crédit label bas carbone dans ces cartons. Donc on est plutôt sur du préfinancement. À voir si d'ici 5 ans, quand les premiers crédits seront effectivement validés, se mettra en place ce mécanisme d'acteurs qui conserveront un stock pour les vendre selon l'évolution des cours. Voilà, et donc qui peut acheter, comme le disait Morgane, bien évidemment tout acteur qui souhaite compenser ou contribuer à la transition climatique de manière volontaire ou sur son périmètre compatible avec de la compensation volontaire, donc non soumis à obligation administrée. Acteur privé ou public, juste petit point d'attention, si c'est un acteur public, bien faire attention à ce que le financement ne puisse pas être assimilé à une subvention, ce qui pourrait porter préjudice au principe d'additionnalité. C'est des questions que peuvent se poser quelques porteurs de projets, mais dans le montage du financement, ça peut complètement se régler. Donc voilà pour ce qui est des éléments de financement des projets. Édouard, une petite question sur ta phrase dans le bandeau gris en bas. Oui. Quelle est la différence entre l'utilisation du crédit et le nombre de transactions? Si tu peux préciser. Complètement. Alors, le nombre de transactions, il peut y avoir des transactions entre des acteurs financiers, c'est-à-dire que moi, opérateur de crédit, je génère un crédit qui n'a pas été préacheté par un acteur qui souhaite compenser. Donc, dans 5 ans, je me retrouve avec un crédit. Je pourrais le vendre à un broker, à une place de marché de crédit carbone, qui, elle, s'est spécialisée dans la mise en relation des producteurs et des acheteurs, et donc spécule. Cette place de marché achète des crédits à tout un tas de petits projets partout dans le monde, et puis elle les agrège,
et elle les vend. Donc dans ce cas-là, on est dans le cas, et derrière, elle va les revendre au moment où elle le juge opportun à un acteur qui, lui, souhaite compenser sur le moment. Donc là, il y a eu 2 transactions. On pourrait imaginer un nombre infini d'acteurs là-dedans, donc c'est autorisé par le cadre de certification, ce qui n'est plutôt pas le cas. Et donc là, il y a plusieurs transactions. L'utilisation du crédit, elle sera valide que quand l'acteur qui souhaite compenser achète le crédit et le met dans sa communication de compensation, où il dit, voilà, moi, à partir du moment où il communique, il dit, j'ai compensé telles émissions de mon entreprise en achetant tel crédit, regardez, c'est là. Ça, c'est enregistré dans le cadre des certifications qui pilotent tout ça, comme la Banque centrale, dans un système monétaire. Et donc, le crédit est utilisé. Alors là, là pour le coup, il peut, même dans les cadres de certification qui autorisent plusieurs transactions, il ne peut plus être revendu derrière. Il est cramé, quoi. Mais donc le label bas carbone, il autorise, si je comprends bien ce que tu as expliqué, c'est que tout de suite, on aura du mal à faire de l'achat à terme, mais C'est dans le pas possible futur, pour le moment. ouais, Dans le futur, ouais. Et dans le futur, on peut imaginer ça. Et quand tu disais, quand il est certifié, il est acheté, on le note, on l'enregistre dans le registre officiel là, du ministère. Ça ne vaut pas si c'est un fonds d'investissement ou autre qui l'achète. Si Alors, il est si le enregistré fonds quand est même. opérateur de projet, En fait, c'est possible. Oui, il y a un seul bénéficiaire qui peut être écrit dans le registre du label bas carbone pour le moment. C'est-à-dire que c'est en année 5, enfin pour le moment dans l'arrêté, c'est comme ça que c'est écrit. En année 5, vous devez, en tant que porteur de projet, dire qui va être le bénéficiaire du projet. Et ça peut pas, enfin, si c'est le fonds, il pourra pas ensuite le revendre à un autre acteur, quoi. Donc il faut quand Alors, même qu'en année 5, on sache Qui Oui. va... l'utiliser. Alors, Oui. ouais, alors là-dessus, en effet, c'est ce qui est écrit, mais comme c'est une question qui se pose souvent et que le label est encore en train de définir ses bases, moi j'avais posé très clairement la question à I4CE qui met tout ça en musique pour le ministère, en disant est-ce qu'un acteur qui se compose comme un fonds et qui préfinance ses crédits peut les générer et ensuite les revendre? Claudine Fouchereau moi m'a dit oui, aucun problème, c'est possible, dans la mesure où il n'y a pas 2 transactions. Mais en effet, comme dit Morgane, quand on lit les textes, c'est pas aussi explicite que ça. Et Bah, une ou alors, ouais, interprétation le peut fonds, être, il identifie l'acheteur final. Enfin, ouais. Enfin, c'est vrai que pour le et moment, c'est pas mis en musique. Pour le moment, il n'y a pas de transaction possible, quoi. C'est vraiment, on cède un crédit à un acheteur, mais ils ont identifié que ouais, c'était un problème pour, euh, pour la transaction des crédits, et du coup, ça va sûrement évoluer. Mais c'est vrai que le problème que ça crée, c'est derrière un manque de fluidité du marché et donc un manque, ça risque de gréver un peu le démarrage. Mais c'est des questions que le gouvernement a bien en tête et sur lesquelles il essaye de travailler. Il faut savoir que les principaux acteurs qui bloquent ces assouplissements du régime, ça va être des ONG environnementales qui sont là pour comment dire, poser des très forte sur un cadre très strict de gestion de ces crédits. Donc le gouvernement est plutôt favorable à proposer des ajustements qui permettraient une fluidification maximale du marché, mais le gouvernement lui-même n'a pas non plus toutes les marges de manœuvre. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour le moment, on est plutôt sur des mécanismes, enfin l'état d'esprit dans lequel on se projette, c'est plutôt sur du préfinancement, qui est un des fonctionnements, enfin c'est le mode de financement majoritaire des projets bas carbone historiquement. Avant de lancer le projet, on a pris contact avec l'acteur qui souhaite compenser, qui a donné son accord et on a défini les règles de financement. Soit il délivre tout à T0, soit il finance en cours. Et là, toute liberté est laissée sur le choix de ce calendrier de financement. Merci. Il y avait une autre question, j'ai vu dans... est-ce qu'il y aura un marché de référence du CO2 demandé par Patrick Abs? Alors c'est une question qu'on a évoquée hier, hein. On est dans le marché volontaire là, donc il n'y a pas de marché de référence. On parle d'un marché, mais c'est pas un vrai marché au sens où on l'entend. C'est un marché de gré à gré. À chaque fois, il y a une négociation qui s'opère entre le porteur de projet et l'acheteur, où le prix est défini selon la qualité globale du projet. Et donc ce à quoi on s'attend, c'est plutôt une tendance, c'est-à-dire une fourchette au sein de laquelle les crédits volontaires vont s'échanger, qui va fluctuer dans le temps et on l'espère à la hausse. Mais actuellement, pour vous donner
donner une idée, les prix fluctuent entre 20 et 50-55 euros pour les projets qui se rapprochent le plus à des projets agricoles, donc des projets forestiers ou alors France Carbone Agri. Certains projets, le crédit est annoncé à 71 euros. Ce ne sont pas des projets du label bas carbone pour le coup. Et il y a un prix, il y a un marché, quand vous entendez parler du marché au sens strict des crédits carbone, c'est le marché EU ETS, qui est le cadre européen d'application du protocole de Kyoto, où là, pour le coup, il y a vraiment une fluctuation. Sur un marché coté, en ce moment, je crois que le crédit est à 25,50. Et alors là-dessus, la Commission et le Parlement... Pardon ? Oui, c'est vrai qu'on peut dire souvent crédit, mais au final, c'est un marché de quota, quoi. Oui. Mm. Ouais. Donc là, l'unité de compte, en effet, c'est le quota. Et alors c'est un marché, mais pour le coup, l'intervention de la Commission est très importante, puisque historiquement, c'est la courbe que je montrais hier, les prix étaient très très bas, en dessous de 8 euros le quota. Il a fallu en 2018 que la Commission retire un grand nombre de ces quotas du marché, donc il y avait trop de quotas, pour mécaniquement faire monter le prix à son niveau de valeur actuel de 25 euros. Donc c'est un marché, mais très 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 réglementé. Pour autant, ce marché ne concerne pas le label bas carbone, qui est un mécanisme du marché volontaire. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais rendre la main à Morgane pour la suite de la présentation. Oui, du coup, l'objectif là, c'était de bien vous présenter ce que contient une méthode et tout ce qu'elle va définir, et du coup, tous les éléments qu'il faut bien avoir en tête avant de lancer un projet. Donc, ce que contient une méthode, donc déjà, ça va définir le périmètre. Quel est le type de projet qui est adressé par la méthode, la durée des projets et quelles sont les natures des réductions d'émissions qui sont comptabilisées dans le cadre de ces projets. Puisque, par exemple, je vous ai donné l'exemple de grande culture. La méthode grande culture, elle va comptabiliser à la fois les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone dans les sols. Donc, elle va avoir un périmètre assez élargi et elle est à l'échelle du système de grande culture de l'exploitation. Mais par exemple, la méthode légumineuse, elle a un périmètre uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre. Et elle ne va pas intégrer tout ce qui est stockage de carbone dans les sols. Donc chaque méthode, en fonction du type de projet qu'elle adresse, va avoir un périmètre spécifique et des réductions d'émissions spécifiques également. Chaque méthode va également contenir une méthode d'évaluation des réductions d'émissions. Donc là, vous allez avoir très concrètement tout un tas d'équations qui vont vous indiquer, en fonction des données que vous allez collecter sur l'exploitation, comment calculer les réductions d'émissions, les crédits carbone. L'objectif là, c'est que ces méthodes, elles soient en cohérence avec ce qui est reconnu au niveau international et français. Potentiellement, donc vous avez dans la méthode à la fois les équations et à la fois les références à utiliser, les valeurs par défaut, notamment tout ce qui est facteur d'émission. Hier, on disait voilà, quelles sont les émissions associées à l'utilisation d'une unité d'azote minéral. Vous allez avoir toutes ces données-là en annexe dans les méthodes, savoir quelles données, quelles références il faut utiliser pour faire le calcul. La méthode, elle va également vous donner une méthode de suivi, donc toutes les données qui seront à suivre dans le cadre du projet, la fréquence de suivi, la source à utiliser, la procédure de mesure s'il y en a une. La méthode, on en a parlé tout à l'heure, elle vous donne les modalités de vérification. Donc si on est sur, la vérification, elle devra être faite sur toutes les exploitations de façon systématique ou par échantillonnage, sur quelles données il devra y avoir une vérification. Est-ce que c'est toutes les données qui sont collectées ou est-ce que c'est certaines d'entre elles? Et quels sont les documents justificatifs à associer pour justifier de ces données de suivi? Est-ce que c'est des factures? Est-ce que c'est des documents de traçabilité? Est-ce que c'est des photos aériennes? Voilà, la méthode, elle détaille tout ça.
Point important, la méthode, elle va vous dire également comment on définit le scénario de référence. Donc, on n'en a pas encore parlé, mais il y a deux possibilités de définir le scénario de référence dans le label bas carbone. Soit on peut définir des scénarios de référence spécifiques à l'exploitation. Donc, en gros, c'est qu'est-ce qui se serait passé sur l'exploitation s'il n'y avait pas eu de projet. Donc là, la plupart du temps, on va regarder finalement l'historique, les 3, 4 ou 5 dernières années de pratique culturelle de l'exploitation et considérer la plupart du temps que s'il n'y avait pas eu de projet, les pratiques passées d'exploitation se seraient poursuivies. Mais on peut également choisir un scénario de référence générique. Donc là, c'est dans le cas où potentiellement on n'a pas les données ou dans le cas où les exploitations sont peut-être un peu en avance ou ont mis en place les pratiques culturelles, ont mis en place les changements de pratiques il y a un moment et du coup voudraient bénéficier quand même du projet. On peut dans ce cas-là se situer dans un scénario de référence générique et donc là on va définir une référence selon la moyenne régionale. Et donc, la méthode, elle va vous dire à chaque fois quelles données, si vous vous placez dans un scénario de référence spécifique ou générique, quelles données vous allez devoir utiliser pour calculer ce scénario de référence. Est-ce que vous allez devoir chercher les 3 dernières années de pratique de l'agriculteur? Si vous faites du générique, quelle base de données et quelles données vous allez devoir aller chercher pour faire ce calcul? Donc, tout ça est expliqué dans la méthode. Et un point aussi important, la méthode vous explique comment démontrer l'additionnalité. Donc comment montrer que le projet il fait face à des barrières importantes et que s'il n'y avait pas eu de projet carbone, il ne se serait peut-être pas fait. Donc là, typiquement, les méthodes vont vraiment varier, enfin la demande de démonstration va vraiment varier d'une méthode à l'autre. Parfois, on va démontrer dans la méthode que par essence, toutes les pratiques qui sont regroupées dans cette méthode, elles font toutes face à des barrières économiques et techniques importantes et que dans tous les cas, on considère que la démonstration elle est générique à l'échelle de la méthode. Et donc là, le porteur de projet, à partir du moment, par exemple, c'est un petit peu le cas pour la plantation de vergers, on a mis en évidence qu'il y avait des surfaces en chute libre de vergers depuis quelques années, que planter un verger, c'est économiquement un investissement important et qui demande, enfin, il y a des freins économiques, il y a des freins d'aversion au risque, il y a des freins techniques. Et donc, on a fait la démonstration dans la méthode qu'il y avait tout un ensemble de barrières à la plantation de nouveaux vergers. Ce qui fait que le porteur de projet, lui, doit juste démontrer que dans le cadre de son projet, il n'a pas bénéficié d'une subvention publique supérieure à l'investissement que nécessite le projet de plantation. Mais il ne doit pas redémontrer toutes les barrières économiques auxquelles il fait face en plantant un verger. Donc, dans certains cas, voilà, on essaye de faire la plupart du temps la démonstration de l'additionnalité à l'échelle de la méthode pour que le porteur de projet ait le minimum de choses à démontrer quand il va lancer son projet. Et tout ça, ça va également varier en fonction des méthodes. La méthode, elle vous indique aussi comment gérer le risque de non-permanence. Donc là, c'est tout ce qui est à trait au rabais dont je vous parlais. Elle va vous dire, voilà, si vous valorisez du stockage de carbone, vous devez appliquer un rabais de 10%, de 20%, etc. Et dernier point dont on a un petit peu parlé quand on parle du prix, mais les co-bénéfices, c'est important. La méthode, elle va vous donner toute une liste d'indicateurs qu'il est possible de calculer. Certains peuvent être obligatoires et la majorité sont souvent facultatifs pour pouvoir mettre en avant votre projet et valoriser que votre projet il a aussi des bénéfices sur la biodiversité, la qualité de l'eau, les enjeux socio-économiques. Et donc ça, c'est à la liberté du porteur de projet, mais potentiellement, ça peut être des indicateurs intéressants à mobiliser si vous voulez mieux rémunérer votre projet et le prix du carbone, faire monter le prix du carbone. Morgane, j'ai une question par rapport à la slide précédente, sauf si après vous allez rentrer dans le détail pour la méthode grande culture. La slide juste avant, entre
Par rapport je au vous entends. scénario de référence et additionnalité, pour les agriculteurs qui ont, par exemple, qui sont déjà engagés en agriculture de conservation, qui utilisent déjà des couverts ou des choses comme ça, comment ça se passe sur ces deux thèmes? Dans ce cas-là, pour les Ce que agriculteurs, oui. Ce que j'avais compris, c'est qu'ils devaient partir plutôt sur un scénario de référence générique Oui, parce, effectivement. parce qu'ils n'ont pas eu de frein à démarrer, mais du coup, pour l'additionnalité, ça se passe comment? Alors, pour l'additionnalité, il faut. Enfin, je pense que l'argument qui sera utilisé, c'est de dire que euh, quand il y a des agriculteurs qui ont mis en place des pratiques, qui ont déjà mis en place des pratiques sur leur exploitation, l'enjeu, c'est aussi de maintenir ces pratiques. Et c'est tout l'enjeu du maintien de stock de carbone dans les sols, c'est de dire que si on ne maintient pas ces pratiques, il y a un risque de perdre du stockage de carbone dans les sols. Mais Édouard, je te laisse peut-être compléter sur la partie additionnalité dans la méthode Oui, oui, grande oui. culture. Ouais, complètement. Non, mais très bonne question. En effet, c'est là-dessus qu'il y a une marge de manœuvre. En fait, le principe d'additionnalité, c'est un principe hérité des méthodes bas carbone lorsque c'était les projets d'énergie où les choses étaient beaucoup plus claires. En agriculture, plaquer ces principes directement, c'est pas toujours enfin, le plus pertinent. Et donc, il y a une tolérance sur différents points qui est actée auprès du gouvernement. On démonte l'additionnalité pour toutes les nouvelles pratiques mises en œuvre dans les projets. Par contre, quand on se fait rémunérer en effet pour du maintien de stock, là, ce sera moins strict au niveau de l'additionnalité. Il faudra démontrer que ça exige un effort pour l'agriculteur de maintenir ces pratiques qui sont différentes des pratiques conventionnelles et que cette différence, cet effort, cette singularité mise en œuvre par l'agriculteur justifie qu'on le rémunère pour le maintien de stock. Et quand on se base sur la référence générique, pour le coup, comme on est sur une approche plus grosse maille, moins précise du carbone stocké, il y a des rabais qui sont plus importants que quand on prend un scénario de référence spécifique et qui quelque part justifie aussi la moindre rigueur exigée de démonstration de l'additionnalité. Et disons que, en fait, si l'agriculteur, par exemple, il est passé à l'agriculture de conservation des sols et que dans la zone, enfin, dans le département, ça concerne 3% des agriculteurs, ce type de système, on considère en fait qu'on n'est pas sur une pratique courante. L'enjeu aussi, c'est de démontrer que on valorise des pratiques qui ne sont pas usuelles et courantes et que du coup, on accompagne des gens à maintenir des pratiques qui vont quand même au-delà de ce qui se fait couramment. Voilà. Après, effectivement, il y aura peut-être plus de difficultés dans quelques années quand les pratiques courantes auront évolué, quoi. Et là encore, il faut voir que c'est une tolérance et une souplesse du cadre du label bas carbone parce que c'est l'État français et qui veut vraiment créer un cadre qui permette de flécher le financement de la compensation carbone vers la transition des secteurs qui doivent faire une transition. Les méthodes type VCS, Vera, Gold Standard de l'étranger, et vous entendrez probablement bientôt parler d'une méthode type VCS applicable à l'agriculture française. Pour le coup, elles n'ont pas du tout ces tolérances-là. Elles sont beaucoup plus strictes. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont valorisables dans le label bas carbone qui ne pourront pas l'être dans les cadres, dans les méthodologies de cadres internationaux telles qu'elles existent pour le moment. Ok. Mais du coup, on va rentrer un petit peu dans le détail de la méthode grande culture, ce qui va peut-être répondre à certaines de vos questions. Donc, le périmètre de la méthode grande culture, c'est bien l'atelier grande culture de l'exploitation. Et on a ajouté également les installations de séchage et de stockage sur la ferme si elles existent. La durée des projets, c'est 5 ans et c'est effectivement renouvelable, on en a parlé tout à l'heure. Les réductions d'émissions couvertes, donc là, on est sur un périmètre assez large. On couvre à la fois toutes les émissions directes associées à la fertilisation, donc les émissions de N2O, directes et indirectes. On couvre également les émissions de CO2 associées au carburant sur le périmètre de la ferme.
on couvre le stockage de carbone dans les sols. Et on a intégré également des émissions indirectes, amont et aval. Donc, on intègre des réductions d'émissions amont. Donc, voilà, s'il y a des réductions d'achat d'engrais ou d'achat de carburant, de combustibles fossiles sur la ferme, on peut les comptabiliser. Et on a intégré également dans le périmètre des émissions indirectes aval, c'est-à-dire potentiellement si l'agriculteur produit des productions qui vont permettre d'avoir un impact et de réduire les émissions à d'autres échelles. Typiquement, si un agriculteur produit de la biomasse à destination d'un méthaniseur qui va produire du biométhane, on va, et c'est dans cette première mouture, mais a priori, l'objectif c'est d'intégrer les réductions d'émissions associées à la substitution de gaz fossiles permis par la production de biométhane. De la même manière, si l'agriculteur produit sur la ferme des productions à forte teneur en protéines qui peuvent aller dans l'alimentation animale et du coup substituer des importations de tourteaux de soja, on va considérer au bénéfice de la ferme les réductions d'émissions associées à cette moindre importation de tourteaux de soja. Donc là, on a quelques leviers indirects pour aller mobiliser des actions qui sont faites sur la ferme, mais qui vont avoir un impact à un niveau plus global. En termes de scénario, dans la méthode grande culture, il y aura deux possibilités. Les deux possibilités sont laissées. La référence spécifique, elle devra être construite en allant chercher les pratiques de l'exploitation des 3 années qui précèdent le début du projet, ou une référence générique qui, elle, devra être construite en mobilisant à la fois les données de l'assolement moyen de l'exploitation des 3 années précédentes et des données moyennes régionales pour définir les pratiques culturelles associées à ces cultures. Donc, par exemple, vous allez devoir, sur l'exploitation, définir quel est son assolement moyen de référence, et ensuite aller chercher s'il a du blé, aller chercher à l'échelle du département la moyenne de fertilisation minérale en blé, la moyenne de fertilisation organique, les consommations de carburant associées au blé. Voilà, il y aura tout un tableau assez précis sur quelles bases de données sont à mobiliser pour faire ces calculs de référence génériques dans le cas où ce choix est fait. Et donc, effectivement, il y aura un rabais de 10% dès qu'on utilise cette référence générique. La vérification, pour le moment, ce qui a été proposé, c'est qu'elle est faite au bout de 5 ans et que c'est un audit documentaire uniquement et par échantillonnage. Donc, c'est-à-dire que dans le cas de projet collectif, on n'audite pas 100% des fermes, mais un échantillon défini par la règle 0,5 racine de n, n étant le nombre de fermes dans le groupe, dans le projet collectif. Alors là, excusez-moi pour le tableau un peu dense, mais je vous ai mis tous les leviers qui sont intégrés dans la méthode grande culture. Tous les leviers en fait, à partir du moment où ces leviers sont mis en place par l'exploitation, il y aura un calcul qui permettra de valoriser les réductions d'émissions associées. Donc, à l'échelle de la fertilisation, je vous en avais parlé tout à l'heure, mais si on réduit la dose d'azote minéral, si on introduit des légumineuses ou des cultures qui ont un plus faible besoin en azote et qu'on réduit du coup la dose d'azote minéral apportée sur le système de culture, si on utilise des inhibiteurs de nitrification ou qu'on réduit la volatilisation de l'azote en enfouissant, en travaillant sur des formes moins émettrices et des inhibiteurs, tout ça, ça sera intégré et il y aura un calcul qui permettra de calculer des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Cholage des sols acides, effectivement, on a mis en évidence, les dernières recherches mettent en évidence qu'il y a plus d'émissions de N2O pour des sols acides qui ont un pH inférieur à 6,8. Donc dans le cas où il y a un travail pour remonter le pH, il y aura un abattement sur les émissions de N2O. Ça sera également pris en compte. Donc je vous ai mis à droite toutes les méthodes de calcul, les équations, les références. C'est un petit peu détaillé, mais ça vous donne quelques exemples
Enfin voilà, à chaque fois, il y a les différentes références qui seront utilisées dans la méthode. Il y a un travail qui est fait à l'échelle des combustibles fossiles utilisés sur l'exploitation, donc pour réduire la consommation de carburant, pour réduire la consommation de carburant, enfin des engins, et puis celle des moteurs thermiques utilisés pour l'irrigation, ou réduire la consommation des systèmes de séchage et de stockage de la ferme. Là aussi, il y aura possibilité de le valoriser. Sur la partie stockage de carbone dans les sols, toutes les pratiques qui vont permettre d'augmenter la production et la restitution de matières organiques au sol via des couverts, des effluents, ou l'augmentation de la biomasse et des restitutions et des résidus de culture, ça pourra être valorisé. Ici, la méthode qui a été proposée, c'est de faire le calcul via des outils de modélisation, donc qui sont les 3 outils ici qui sont cités, AMG, Achill et Stix. Et donc, ça sera possible donc de valoriser toutes ces pratiques en faisant l'analyse et en faisant la modélisation. Et par contre, il y aura quand même besoin des données sur les types de sols de l'exploitation, qui est un critère assez déterminant pour évaluer le stockage de carbone. Et puis, réduction indirecte à l'aval. On en a parlé tout à l'heure, mais si l'exploitation travaille pour récolter des maïs, par exemple, qui ont une plus faible teneur en humidité et qui vont permettre du coup de réduire les consommations d'énergie pour le séchage à l'échelle des organismes stockeurs, on va pouvoir comptabiliser aussi des réductions d'émissions associées. Et là, dans le cas d'une valorisation des biomasses en méthanisation, ou dans le cas de production de cultures riches en protéines qui vont substituer les importations de tourteaux de soja, on pourra également le valoriser. Donc voilà, toutes ces pratiques, si elles sont mises en œuvre, s'il y en a une ou plusieurs qui sont mises en œuvre à l'échelle de la ferme, on pourra toutes les valoriser dans la méthode grande culture. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur la méthode grande culture avant que j'enchaîne? Ou alors je termine et puis vu qu'il reste 2 slides, je vais terminer et puis... donc l'objectif de l'étape 3 de l'étude, là on fait un petit aparté juste pour bien concrétiser comment ça va se mettre en place dans le cadre du projet qui va vous concerner. Effectivement, dans le cadre du projet et du test de la méthode grande culture sur un panel de fermes et sur les 5 fermes par coopérative, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tester donc cette méthode grande culture en 3 étapes. La première étape, ça va consister à définir le scénario de référence spécifique de la ferme. Donc, d'après ces 3 dernières années de pratique culturelle, on va définir quel est son niveau de référence, quelles sont ses émissions de référence et son stockage de carbone de référence. Ensuite, la deuxième étape, elle va constituer à faire un travail de prospective à 5 ans avec l'exploitant pour définir dans les 5 années à venir quels sont les leviers potentiellement qui peuvent être mis en œuvre sur la ferme. L'objectif, c'est de définir un peu un scénario projet, d'essayer d'anticiper quelles seront les pratiques potentiellement dans 5 ans, dans l'objectif en fait de faire la différence entre ce scénario de référence et ce scénario en phase de projet, et d'évaluer du coup la quantité de réduction d'émissions, de crédits carbone, qui vont pouvoir être générés sur chacune des exploitations. Et donc tout ça, ça sera des éléments assez importants et qui seront à remobiliser pour monter dans la phase de préparation et de montage de projets label bas carbone. Puisque ici, donc, on teste une méthode qui, vous l'avez compris, est pas encore approuvée. Donc, on est encore sur une méthode provisoire. Mais l'idée, c'est que dans les grandes lignes, vous puissiez avoir une idée de quelles sont les pratiques qui vont générer des réductions d'émissions, quel niveau de réduction d'émissions, et qu'est-ce que ça peut demander comme effort à l'exploitant. Et donc, ça sera des résultats précieux, je pense, pour travailler à l'échelle de votre territoire et savoir quel type de projet, dans quel type de projet vous pouvez vous lancer pour déposer et faire labelliser des projets label bas carbone sur votre territoire.
Le dernier point que je voulais aborder rapidement, c'est les outils de diagnostic carbone. Donc, pour un petit peu faire le point, les outils de calcul qui existent à l'échelle des exploitations agricoles pour faire les bilans carbone, vous les connaissez sûrement, il y en a plusieurs. On parle souvent de Cool Farm Tool. Donc là, j'ai mis Cool Farm Alliance, mais c'est l'organisme, mais l'outil, c'est bien Cool Farm Tool, qui sert notamment à Soil Capital pour faire ses bilans. Vous connaissez Cister, qui est l'outil d'Arvalis qui fait les bilans gaz à effet de serre. L'ADEME avait développé cet outil qui s'appelait Diater. Cap2ER, qui lui est un outil pour faire le calcul des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle des exploitations d'élevage bovin. Et puis Symeos AMG, qui est l'outil qui permet de faire l'évaluation du stockage de carbone dans les sols à l'échelle des exploitations de grande culture. Donc ces outils, ils existent, mais ils ne sont pas forcément tous mobilisés par des méthodes label bas carbone. En l'occurrence, il n'y a que l'outil, enfin pour le moment, dans les méthodes du label bas carbone, là j'ai mis 3 exemples. La méthode Carbone Agri, effectivement, elle s'appuie sur l'outil Cap2ER, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'outil Cap2ER pour faire les différents diagnostics initial et final de votre exploitation dans le cadre d'un projet label bas carbone et utiliser les résultats de Cap2ER. Dans le cas de la méthode grande culture, il n'y a pas encore d'outil parce que l'outil reste à construire. Puisque vous le voyez, Cister, par exemple, il fait que la partie émissions de gaz à effet de serre. AMG, il fait que la partie stockage de carbone dans les sols. Donc, il faudrait un outil qui réunit au moins plusieurs outils pour faire le calcul qui est demandé par la méthode grande culture. La méthode est, pareil, je ne sais pas s'il y a un outil qui est en cours, mais en tout cas, pour le moment, pas à ma connaissance. Mais donc... L'idée, c'est que tous les acteurs essayent en ce moment de travailler pour construire des outils qui soient adaptés aux méthodes, voire même des outils qui regroupent plusieurs systèmes de production, qui ne soient pas forcément spécifiques à une méthode, mais qui puissent englober tout un tas de systèmes de production, et qui soient aussi en mesure de calculer du coup les réductions d'émissions associées aux méthodes label bas carbone. Donc voilà, il y a un vrai travail pour mettre en place les outils actuels, enfin les outils qui vont répondre aux besoins du label bas carbone. Et j'en ai fini pour cette présentation. Par rapport aux outils, nous, dans le cadre de l'exercice qu'on fait avec vous, l'objectif est aussi de préfigurer un outil et d'automatiser tout un tas de calculs, notamment les calculs qu'on va réaliser pour réaliser les diagnostics des 5 exploitations par coopérative. C'est via ce premier outil qu'on est en train de construire. Merci beaucoup, Morgane. Et du coup, alors on est un peu en dépassement de temps, mais si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, on a déjà bien répondu pendant la présentation, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur l'ensemble des choses qui vous ont été présentées. Merci Edouard et Morgane. Laurent Lemarchand, on a top. Une seule question de mon côté, c'est quoi le timing? Vous en êtes où là du label bas carbone et effectivement, et les outils, on les aura quand? Et la question sous-jacente, c'est quand est-ce qu'on pourra, nous, commencer effectivement à faire un premier projet test et potentiellement déposer un dossier auprès du ministère? Vas-y Morgane, si tu veux répondre. La méthode grande culture, elle va être déposée dans 1 semaine ou 2. Il y a les dernières relectures qui sont en cours là. Après, la phase d'instruction, elle est assez variable. Elle peut être on n'a pas trop d'idées, mais ça peut durer de 2 à 4 mois. Donc, on espère que la méthode grande culture, elle sera approuvée dans le premier trimestre 2021. En termes de projet, je pense que ça doit, enfin, pendant cette période, effectivement, jusqu'au premier trimestre 2021, vous pouvez quand même travailler à et c'est ce qui va être fait dans le cadre du projet. Hein. L'objectif, c'est de commencer à réfléchir à quel type d'exploitation on peut impliquer, sur quelles actions commencer à anticiper les réductions d'émissions. Donc, il y a tout un travail qui peut se lancer en parallèle dans les coopératives avant d'arriver à cette phase de notification de projet dès que la méthode est sortie.
Donc en effet, la méthode, tant qu'elle ne sera pas validée par le gouvernement, elle ne sera pas publique. Et on estime que ce sera courant premier trimestre 2021, donc on l'espère. Et nous, avec cette étude, on vous permet de prendre beaucoup d'avance par rapport à ça, puisque toutes les étapes qu'on va réaliser, en tout cas pour les exploitations qui seront intégrées dans les 5 diagnostics, ce sera cette étape 1 de réalisation du schéma initial, du scénario initial. Et puis tous les enseignements qu'on aura construits à travers cette méthode vous permettront aussi d'avoir les éléments sur si je veux faire un projet avec beaucoup d'exploitation, c'est plus clair pour moi les différentes étapes, les coûts de projet et tout. Pour ce qui est de l'outil, nous on fait, donc il n'y a pas encore d'outils qui existent sur le marché. Il y a différentes briques disponibles à droite à gauche, AMG, Sister, et nous on travaille à un outil, à une automatisation d'outils en interne. Et si on valide, selon les décisions qui seront prises collectivement, on pourra accélérer. Cet outil devrait être sous une version artisanale interne disponible à la fin du mois de décembre chez nous. C'est avec ça qu'on va processer les données des exploitations chez vous. Si on valide collectivement qu'on avance, ça doit être acté au niveau SMAC, notamment de l'allocation d'un budget pour transformer cet outil artisanal en un outil collectif via une interface web, probablement. Et s'il est confirmé que c'est possible techniquement, qu'on pourrait vous mettre à disposition ou à disposition du grand public. Voilà, ces discussions sont en cours. Néanmoins, on estime aussi au premier trimestre 2021 la date à partir de laquelle on serait en mesure de proposer quelque chose de fini, si c'est possible. Et si c'est pas nous qui le faisons, d'autres acteurs le proposeront sans doute. Maintenant, on pense qu'on a clairement intérêt à proposer un outil COP. Mais encore une fois, il va y avoir des discussions qui vont commencer avec les instituts techniques à ce sujet. Et voilà. Mais pour le moment, voilà, pas possible d'aller plus vite que la musique. Et la musique, c'est le calendrier que je vous ai annoncé. Et juste sur la méthode, vous dites que ça va être déposé là dans une semaine et puis en lecture pendant quelques semaines, voire quelques mois. Est-ce qu'on parle bien de ce qui a été présenté vendredi dernier? C'est ça? Voilà. Tout à fait. Oui. Il n'y a pas de détails en plus qu'on n'aurait pas là-dessus ou... Non, on vous tiendrait au courant, mais il n'est pas impossible qu'il y ait des demandes de correction apportées par le gouvernement. Auquel cas, nous, il faudra qu'on mette à jour aussi la manière dont on va calculer les crédits sur les exploitations qui vous concernent. Voilà, on est vraiment là dans ce qu'on fait en avance de phase. Hein. Mais le projet déposé, c'est ce qui vous a été présenté vendredi dernier. Ok, merci. Très bien, merci. Écoutez, s'il n'y a pas de questions complémentaires, on va pouvoir s'en tenir à ce timing. Merci beaucoup pour votre présence. Nous, on reste disponible pour les différents échanges et pour des questions complémentaires si vous en avez. On aura du coup, le 23 novembre, je vous ai envoyé l'invitation hier, un 3e webinaire où on fera le point sur le retour sur les différentes questions que vous nous aurez posées d'ici là. Donc, n'hésitez pas à travailler ces sujets, à les mettre en perspective avec vos questions de terrain, à les faire passer chez vous dans vos équipes. Et lors du prochain webinaire, soit on fait une session de questions-réponses complémentaires, soit on peut retravailler certains points sur ce que vous nous remonteriez, sur vos demandes. On vous transmettra dans la journée donc du coup le contenu, le support de présentation de ces 2 webinaires, ainsi que les liens pour accéder au format vidéo, puisqu'on a enregistré les 2 sessions, comme on vous l'avait indiqué. Comme ça, vous pourrez, si vous le souhaitez, revenir dessus ou le diffuser en interne. Et moi, je reviens vers vous d'ici demain avec ceux pour lesquels on n'a pas encore acté le calendrier de la journée en COP, pour préciser tout ça, ainsi que la période sur laquelle on calerait les 5 diags d'exploitation. D'accord, sur ce point-là, oui, c'est toi qui nous appelles, Édouard? Oui, je vous appelle demain. Ok. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée à tous. Merci à vous. Bonne journée, merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.